Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver dans ce webinaire organisé par Data Science Tech Institute. Je m'appelle Sébastien Corniglion, je suis le directeur général de l'école basé sur le campus de notre campus de Sophia Antipolis. Et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Berder, qui, comme vous le voyez, est data scientist chez Sophia Engineering, donc dans le sud également. Et un ancien élève et diplômé de Data Science Tech Institute, et Aymeric Duval, qui est consultant BI indépendant et qui est un de nos enseignants, notamment dans les programmes de data engineering sur les questions de base de données relationnelles et de reporting, et notre enseignant également dans notre programme de Data Analytics et notamment dans le cours de préparation à la certification à la plateforme Microsoft Power BI. Cet événement, il est dédié essentiellement aux perspectives d'emploi, de carrière et donc d'opportunités dans les métiers de la donnée, et tout particulièrement sur les métiers de data analytics. Et c'est sur ça qu'on va centrer notre discussion. J'interviendrai un petit peu à la fin pour peut-être synthétiser, évidemment prendre toutes les questions des participants, mais aussi pour toucher quelques mots de ce que propose l'école en termes de formation sur ces sujets. Mais avant tout ça, la partie la plus importante et la plus intéressante, c'est parler de l'emploi, parler des carrières, parler des perspectives et des opportunités. Et donc, je vais laisser la parole, alors dans l'ordre alphabétique des noms. Laurent, je te laisse te présenter et décrire ton parcours et ta situation professionnelle actuelle. Oui, d'accord. Donc, Laurent Berder, je suis, comme le disait Sébastien, diplômé d'école de commerce de l'EDEC à Nice. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur des ressources humaines. Et suite à quoi, j'ai eu envie de changer pour faire quelque chose de plus technique. Et comme j'avais déjà travaillé plusieurs missions sur des questions de système d'information des ressources humaines et statistiques RH. Je me suis réorienté donc vers la science des données et j'ai suivi la formation de DSTI en data science. Suite à cette formation, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle KPC, Key Performance Consulting, comme data scientist. J'ai travaillé sur plusieurs clients, plus ou moins gros, notamment CMA, CGM, le gros prestataire de transport maritime. Et j'ai récemment rejoint Sophia Engineering pour travailler pour Michelin sur une mission de prédiction sur l'autonomie des véhicules électriques. Je vais Merci laisser Laurent. maintenant Aymeric se présenter. Donc, je m'appelle Aymeric Duval, donc je suis un intervenant, c'est vrai, auprès de DSTI, donc comme l'a dit Sébastien, sur les cursus de data engineering et de data analysis. Donc, on viendra sur ces termes un peu plus tard pour comprendre un peu leur place. Moi, j'ai 28 ans, j'ai fait 6 ans bientôt de de consulting plutôt, au sein d'une ESN, et je passe là, dans les tout prochaines semaines en indépendant total. Et donc du coup, mon métier, je qualifie de consultant BI, donc BI pour Business Intelligence, c'est tout simplement un métier qui me permet en gros grossièrement de pouvoir travailler sur l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire de l'intégration de données de sources diverses, de leur transformation, de leur mise à disposition pour le métier, notamment sous forme de rapports, de cubes, etc. Donc c'est des concepts qu'on discute pendant la formation. Et je suis du coup moi j'ai fait une spécialisation sur la technologie Microsoft. Donc c'est-à-dire que je suis
sur la partie donc, des outils traditionnels de BI de Microsoft que sont SQL Server, SSIS, AS et RS, et également Power BI, qui est un peu un outil dont on entend beaucoup parler ces dernières années et qui permet notamment de faire de l'analyse de données, mais pas que. Donc un outil très complet. Et avec ce métier-là, concrètement, moi, je peux me permettre de finalement travailler sur plein de secteurs d'activité différentes. Il n'y a pas différents, pardon. Il n'y a pas un secteur d'activité qui est spécifiquement réservé à ça. Grossièrement, toute entreprise qui a des données peut avoir besoin de BI à un moment donné, va potentiellement en avoir besoin plus ou moins rapidement en fonction de la volumétrie. Donc, ce métier-là me permet finalement de pouvoir travailler auprès de plein de clients différents, de différents secteurs d'activité, de différentes tailles. Voilà, donc là, c'est une petite introduction rapide sur ce que je fais. Je te relève la main, du coup, Sébastien. Merci. Je vais me présenter aussi du coup d'un côté professionnel. Donc, je suis de formation, je suis ingénieur en informatique, à la fois formé en France et en Grande-Bretagne. J'ai eu une formation à l'époque qui se rapproche très fortement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénieur de la donnée, donc le data engineer, qui m'a amené à être à la fois développeur informatique puis consultant, notamment dans pour l'industrie des télécoms et dans les grands systèmes de gestion des opérations et notamment d'évaluation du coût des appels, donc de rating et de facturation, de billing. J'ai poursuivi ensuite un petit break de ces activités pour faire une incartade dans le monde de l'enseignement supérieur pour préparer une thèse où j'ai commencé à développer donc un souhait de devenir enseignant. Et de fil en aiguille, dans ces activités combinées, j'ai eu l'opportunité avec des collègues de pouvoir cofonder des STI et voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'enseigne essentiellement sur les métiers de la manipulation de la donnée côté informatique et non pas côté mathématique de la chose. Juste une petite parenthèse, vous pouvez interagir avec nous par le chat, vous pouvez interagir avec nous par l'outil de questions, vous pouvez interagir avec nous en levant la main dans l'application, ce qui nous permet d'activer votre micro, vous donner l'autorisation de pouvoir allumer votre micro si vous souhaitez échanger en audio avec nous. Je vais vous poser, messieurs, quelques questions à laquelle, en général, je connais les réponses, mais c'est évidemment au bénéfice de notre auditoire. Laurent, tu as un profil, comme tu l'expliquais, d'école de commerce, un profil RH. Qu'est-ce qui t'a amené à souhaiter changer de carrière pour se retrouver dans le plus scientifique des trois grands métiers de la donnée, donc le data scientist côté mathématiques appliquées, le data engineer côté mise en place des infrastructures informatiques pour la circulation de la donnée dans les systèmes d'information et le data analyst pour l'exploitation décisionnelle de ces outils. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Je dirais que sur les trois profils, donc celui qui aurait été sans doute le plus facile pour moi, c'est le data analyst, donc l'exploitation des données pour la mettre en valeur. Le data engineer, clairement, je n'aurais pas pu parce que il y a un prérequis en informatique assez élevé et pour lequel je n'aurais pas pu me faire de rattrapage. Et le data science, c'était un choix personnel de véritablement changer de métier et non pas faire évoluer mon métier vers quelque chose de plus de moins fonctionnel, mais de plus technique. Voilà, j'avais vraiment envie de sortir du contexte des ressources humaines
et de travailler sur de la prédiction et de l'algorithmie. Merci. Quel a été le challenge le plus fort dans cette transformation de compétences pour toi? Clairement, l'aspect scientifique, hein, la partie mathématique du programme est très poussée, vraiment intense. Et ça faisait quelques années que j'avais pas fait de mathématiques, donc il a fallu me replonger là-dessus. Dans le programme Data Science, il y a en gros presque une moitié des candidats qui sont issus du monde des sciences et qui ont un peu de mal en informatique. Plus ou moins une deuxième moitié en informatique, qui viennent de l'informatique et qui ont du mal dans les sciences, et quelques-uns comme moi qui viennent ni de l'un ni de l'autre et qui ont besoin de fournir d'autant plus d'efforts pour se remettre à niveau sur les deux aspects. C'est faisable, mais clairement, ça demande plus de travail. Merci Laurent. Aymeric, je vais un peu. Alors, toi, tu as un parcours, je dirais, qui est un peu plus classique. Ouais. Enfin, même si, comme moi, tu as été formé à l'informatique au départ, mais tu t'es plus tourné vers l'exploitation métier et l'exploitation analytique. Et je pense que c'est un choix aussi intéressant à développer, s'il te plaît. Concrètement, moi, je sors d'une formation en informatique donc de 5 ans, donc on va dire assez classique avec un master 2 niveau 1 en expert informatique et système d'information, donc avec un background qui est assez général sur l'informatique. Donc on a fait du réseau, du dev, enfin tout ça. Et moi, dès mes premières années, je savais que je voulais faire de la data. Alors, je ne sais pas exactement comment, mais je savais que je voulais en faire parce que le langage SQL m'avait bien plu. Tout ce qui touchait aux bases de données, ça me plaisait bien, je comprenais, j'avais la logique. Donc, je me suis vite orienté vers ça. Dès ma deuxième année, j'ai passé une certif en SQL pour me mettre un petit peu à niveau et voir ce que je vais aller. Et de fil en aiguille, en troisième année, j'avais voulu devenir ce qu'on appelle un DBA. Donc DBA, c'est un administrateur de base de données. Donc c'est en gros une personne qui est en charge de s'assurer que la base de données fonctionne bien. C'était le métier que je voulais faire, DBA. Et au final, au bout d'un an de stage, je me suis rendu compte que c'était pas le truc qui me plaisait le plus finalement, que j'étais un petit peu trop en arrière, pas forcément au contact du métier ou autre. Donc j'ai préféré abandonner, mais je voulais rester dans la data. Et donc c'était en 2014 à peu près, je me suis orienté vers en fait la BI dans une petite ESN à taille humaine qui m'a finalement appris à faire de la BI littéralement, donc avec les outils Microsoft et tout ce qui va avec. Donc j'ai beaucoup appris et finalement pour ma 5e année finalement là où je devais avoir un stage de fin d'études, je l'ai fait dans une ESN et finalement donc cette ESN qui s'appelle Viséo qui est implantée un peu partout en France et pas que d'ailleurs. Je suis resté chez eux un peu plus de 5 ans. Là, je vais bientôt quitter, mais parce que je pars en freelance. Mais en gros, j'ai pu travailler sur différents sujets. Donc, là, encore une fois, la BI, c'est un métier qui est assez un peu large. Hein. Ça n'implique pas que d'intégration de données ou autre. Ça implique, par exemple, de préparer la donnée, de pouvoir créer des rapports pour le métier, etc. En gros, si on résume un petit peu dans la BI, ce qu'on appelle la business intelligence, il va y avoir des mecs comme moi qui vont en fait préparer la donnée, préparer les rapports, préparer les cubes, tout préparer pour l'analyse, en fait, vraiment préparer le terrain, mettre tout sur un plateau, pour qu'ensuite des personnes comme Laurent puissent consommer ces données-là et puissent en tirer les informations, on va dire, intéressantes et qui permettent derrière après de pouvoir comprendre la situation. Parce qu'après, le but, c'est que il y a des personnes qui peuvent faire un rôle vraiment extrêmement large de l'intégration de données jusqu'à l'analyse de données, ça existe, mais très généralement, il y a des personnes qui sont un peu cantonnées comme moi, même si c'est très large, à la préparation de la donnée, à la mise à disposition de la donnée, donc c'est un terme très large, et d'autres personnes qui sont, elles, de l'autre côté, en train de dire finalement, maintenant qu'on nous a présenté ça, on va pouvoir l'analyser. Et ces personnes-là, comme Laurent, vont être là pour comprendre les données, voir ce qui se passe, faire un bilan finalement, et
en comprenant la situation, soit pourquoi pas faire de l'analyse prédictive, comme il peut certainement faire avec des prévisions et autres, mais également en comprenant la situation, il va être capable de fournir ces informations-là à ses responsables en disant voilà, à Paris ça va, à Bordeaux ça va pas bien, à Lyon ça pourrait être mieux, et toutes ces choses-là, il va les mettre en avant à ses responsables pour que eux derrière puissent, grâce à ces données-là et ces informations, prendre des décisions en réaction du coup. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle du métier du décisionnel, c'est parce que ça permet de faire de la prise de décision. Donc en gros, la business intelligence, on appelle l'informatique décisionnelle en français, c'est l'informatique qui aide à la décision, ni plus ni moins. Donc c'est juste qu'il y a différentes étapes. Et moi, là où je prends clairement mon pied, c'est dans cette optique-là de préparer les données, de préparer tout ce qu'il faut pour qu'après les gens qui sont faits pour ça, ce qu'on appelle les data analysts, où il y a plein d'autres termes, ces personnes-là soient capables de pouvoir analyser. Donc moi, en tout cas, j'ai jamais voulu passer de l'autre côté. Ça m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je sais quoi faire. Techniquement, j'ai un background qui me permet de pouvoir travailler ces choses-là et de pouvoir faire mon travail proprement. Il n'y a pas besoin de faire tout de bout en bout, de A à Z. Je fais déjà, on va dire, de A à X, on va dire, donc c'est déjà bien assez suffisant, sans bien sûr enlever le travail qu'il y a à faire après, hein, bien évidemment. Merci, Aymeric. Laurent particulièrement, mais vous deux, il y a un terme aujourd'hui que tout le monde entend, c'est l'intelligence artificielle. On est essentiellement là ici pour parler de carrière en analytics. Comment vous placez les métiers de l'analyse et de l'aide à la décision par rapport à ce buzz qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'intelligence artificielle, comme vous le savez, ça veut un peu tout et rien dire, hein. C'est très vague comme définition, mais en gros, pour la cantonner, c'est des algorithmes qui permettent de prendre des décisions tout seul et de réagir à des situations. L'analyse de données va être, je dirais, en amont de ça, dans l'étude des situations pour que les humains prennent des décisions. Donc, c'est pré-mâcher le travail des humains pour prendre la décision sans que la décision ne soit prise par une machine. C'est comme ça que je le situerais. Je ne sais pas si Aymeric est du même avis. Oui, effectivement, c'est un complément. On va également parler après donc, de termes un peu plus. C'est absolument pas mon domaine en l'occurrence, puisque je suis vraiment on va dire dans l'amont de tout ça. Mais concrètement, l'IA, après, ça rejoint plein de notions, notamment du machine learning, du deep learning, choses comme ça. Alors, j'utilise ces termes-là, je comprends l'idée vague, mais après, j'ai pas forcément la connaissance pour. Mais en tout cas, ça va être des choses qui vont dire, qui vont permettre en gros d'aider en fait, notamment de l'analyse prédictive, où on va pouvoir dire voilà par rapport à des comportements qui ont été identifiés et ciblés, on va pouvoir demander à notre algorithme de dire qu'est-ce que tu penses qui se passera dans 3 ans par rapport à ça. On peut faire par exemple, on peut appliquer de l'IA sur des domaines par exemple comme la sécurité, où on peut calculer un risque un taux de risque qu'il y a un incident à un moment donné sur par exemple n'importe quoi. Je sais que comment on appelle ça, des entreprises comme la RATP, SNCF, tout ça vont faire appel à ce genre de mécanismes de deep learning, de machine learning surtout, où ils vont pouvoir dire, voilà, par rapport à l'utilisation d'un wagon par exemple, par rapport à son taux d'utilisation, à la fréquence, à la dernière révision, par rapport aux données historiques, etc. Finalement, est-ce que au bout d'un certain temps, il n'aura pas un risque de plus en plus élevé de poser un problème et qu'il faudra peut-être de faire, voilà, donc de prévenir ça. Donc ça, c'est des choses qu'un humain pourrait faire au détail, mais à un niveau très large, à un niveau vraiment avec énormément de données, ça devient très compliqué et on a des machines qui sont bonnes pour ça finalement. Donc l'IA est en complément de ce qu'on fait finalement. J'ai envie de dire, la data analyse ou même les IA qui vont être derrière ne sont rien sans des mecs comme moi qui permettent de préparer la donnée. Et nous, ce qu'on fait en data engineering, ça ne sert pas forcément à grand chose si d'ailleurs on n'analyse pas. Donc tous les maillons sont nécessaires. L'IA, c'est juste un coup de pouce, on va dire, grâce à des machines qui ont plus de cerveau que nous concrètement, parce qu'ils vont plus vite, tout simplement.
mais c'est l'idée, c'est un complément qui est totalement, qui est de plus en plus présent. Donc l'IA, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais au final, tout est complémentaire. Il n'y a pas quelque chose qui va remplacer. Quand j'entends des fois l'IA qui va remplacer la BI ou le big data de façon plus simple, c'est faux. C'est juste des, enfin, en tout cas pour moi, c'est faux. C'est juste des domaines qui sont au moins parallèles et surtout complémentaires. Complémentaires, absolument. Ouais. Merci messieurs, parce que c'est une question qui revient souvent, notamment quand on fait un reroutage de carrière. Où est-ce que je me place par rapport à l'intelligence artificielle? Moi, je rajouterais que l'IA, entre guillemets, la vraie, c'est un domaine essentiellement de mathématiciens appliqués. Et finalement, il y a assez peu, et ça va me permettre de rebondir sur la question suivante pour vous, il y en a évidemment besoin, tout le monde en parle, tout le monde a envie d'avoir des personnes qui peuvent créer des intelligences artificielles, mais même dans les très très grands groupes et les très grandes multinationales, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. C'est un petit comité d'experts de très haut niveau en rapport à des personnes qui derrière font non pas les petites mains, parce que, et on va en parler aussi, parce que sont des carrières et des postes qui sont bien payés, mais où on a besoin de toute l'artillerie humaine, à la fois côté informatique et côté analytique, sur laquelle il y a besoin de dizaines, de centaines, de milliers de personnes annuellement sur les marchés de l'emploi des pays développés. Il y a une question sur ce sujet. Après la formation, est-ce qu'il y a des emplois de Rachid? Alors justement, on est en train de traverser avec les conséquences économiques étranges de la crise sanitaire que l'on est en train de vivre. Quel est, vous, très honnêtement, votre ressenti sur le marché de l'emploi, sachant que, je rappelle, donc, Laurent et moi sommes dans un bassin d'emploi qui est plus petit que le bassin de l'Île-de-France, même si on a le privilège d'avoir une des plus grandes technopoles européennes dans les Alpes-Maritimes, la technopole de Sophia Antipolis. Émeric est en région parisienne, donc le bassin est beaucoup plus large. Mais comment vous avez vécu ces derniers mois? Et moi, je partagerai aussi aux personnes comment nous, on l'a vu au travers de l'emploi pour nos étudiants. C'est extrêmement subjectif, forcément. Moi, de mon côté, ça n'a pas changé, pour pas dire même quasiment rien finalement. Pourquoi? Parce que bon, déjà, moi, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette de professeur, donc je fais des formations aussi pro qui font qu'elles sont juste pas tenues en physique, mais en distanciel. Mais concernant le métier en lui-même, la plupart de mes clients, enfin, j'ai surtout un client avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années. Et ce client-là, en fait, j'ai toujours travaillé en remote avec eux. C'est-à-dire que j'ai jamais eu, les seules fois où j'ai eu besoin d'y aller, c'est vraiment pour des petits ateliers, des mises au point, etc. Donc, le présentiel, il en faut un petit peu, il faut garder le contact humain, bien évidemment. Mais le reste du temps, c'est voilà, on a ça à faire, on a des données à préparer, on te passe un nouveau jeu de données, on veut que tu l'intègres dans ce qu'on appelle un entrepôt de données pour qu'après on puisse le voir dans nos rapports. Bref, je sais quoi faire. Tu me dis quoi faire, je sais quoi faire et je le fais de mon côté. Et je travaille à mes horaires, je travaille à mon rythme. Moi, ça a quasiment rien changé. Mais je dis pas ça pour dire que ça n'a affecté personne. Moi, je pars de ce concept-là qui est extrêmement subjectif, je l'accorde, que il y a des domaines sur lesquels il y a beaucoup, enfin, c'est très très porteur. Et pour moi, la data dans son ensemble l'est très clairement. Et pour moi, cette crise n'a eu aucun effet, en tout cas, alors, aucun. C'est facile de parler pour soi, mais de façon générale, je trouve, a eu très très peu d'impact. Et même limite des impacts positifs, là où on peut voir où les gens vont se dire finalement, bah tiens, peut-être que demander à un gars de venir 200 jours par an sur place, sur site, pour faire du présentiel et finalement juste qu'il se tourne les pouces ou qu'il fasse un peu de Facebook ou autre, là ils se sont dit bon, on n'a pas le choix, il faut qu'il reste chez lui, il faut qu'il travaille. Et ben en fait, ça a facilité beaucoup de process. Moi, ça m'a pas changé grand-chose, mais pour beaucoup de collègues que je connais, ça leur a changé la vie de pouvoir finalement avoir un petit peu cet équilibre pro et personnel. Donc ça a eu des impacts positifs dans ce sens-là. Mais dans la partie de l'employabilité vraiment, je vois toujours autant de demandes, je vois toujours autant de publications sur LinkedIn, des personnes qui recherchent des data engineers, des data scientists, etc. Et pour montrer un peu le point auquel je suis serein, on est en période de Covid, donc ça a démarré en mars. Mais moi, justement, depuis cette période-là, j'avais cette idée en tête de vouloir partir freelance. 6 mois après, alors je sais pertinemment qu'on va
peut-être pas se reconfiner, mais qu'on va être encore un petit peu dans la mouise pour être gentil. Moi, je m'en fiche. Je me dis quand même, je sais que je peux partir en freelance, je vais le faire. Donc, je quitte quand même un CDI pour aller en freelance. Ce que je trouve moi personnellement absolument pas risqué, c'est mon point de vue. Mais beaucoup se disent, mais t'es fou par rapport au Covid ou autre. Encore une fois, je peux comprendre ce qu'on peut dire, mais moi de mon côté, je suis extrêmement serein parce que je sais que je suis sur un domaine porteur et qu'il y a des demandes de partout. Concrètement, alors encore une fois, je sais que c'est pas forcément évident. Je sais qu'il y en a qui viennent de cursus plus ou moins divers. Pour les personnes qui sont là, peut-être potentiellement du commerce ou autre, mais qui veulent s'orienter. Pour information, j'ai déjà eu moi des collègues qui venaient d'écoles justement de commerce ou autre et qui ont fait de la BI derrière en entreprise et qui sont du coup inversé un petit peu leur proportion de fonctionnels techniques et qui sont du coup devenus un peu plus techniques que fonctionnels et ça leur allait très bien. Moi de mon côté, je me dis que concrètement sur la partie employabilité, il n'y a pas vraiment d'impact négatif et sur la partie freelance, comme j'ai dit, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Donc, encore une fois, c'est ce domaine-là où, en gros, on n'est pas sur le même rapport, en fait. On n'est pas sur un rapport de je cherche un emploi, qui va m'accepter? Là, globalement, tout ce que je vois sur les métiers de la data, et j'en parle avec notamment des recruteurs, on est plutôt sur un ordre de je fais de la data, quelle que soit la data, que ce soit du data engineering, du data science ou du data analyst. Quoi qu'il en soit, il y a une demande assez forte. Donc, les personnes sont plutôt à choisir où est-ce qu'ils vont aller. C'est vraiment l'idée, en fait. Il y a un rapport qui est inversé et qui n'est pas forcément facile à croire au début. Je ne dis pas que c'est le cas que pour la data, il y en a pour plein d'autres domaines, mais il y a des domaines qui sont clairement moins impactés que d'autres. Et pour moi, le domaine de la data, dans sa généralité, est quand même très peu affecté négativement. Alors, je dis pas, il y a peut-être après des boîtes qui en profitent pour peut-être baisser certains salaires, baisser certains TJM ou autres, mais c'est comme tout, après, c'est des négociations, c'est qu'est-ce qu'on a fait, etc. C'est, encore une fois, le métier de la data n'est pas, pour moi, mis à mal, ni par le Covid, ni par la conjoncture qui commence à y avoir depuis quelques mois, voire dans la prochaine année. Ça reste très porteur. Et pour moi, il n'y a pas de doute à vouloir se lancer dans ça. Vraiment. Je sais que c'est une grande réponse, mais en tout cas, c'est ce que j'en pense. Parfait, merci. De mon côté, je vais être comme Emric, hein, mon quotidien n'a pas changé avec l'épidémie, parce que bah, pareil, je travaillais en télétravail de chez moi, et donc le confinement, ça a été exactement les mêmes conditions. Après, point de vue employabilité, bah, c'est vrai que comme le disait Sébastien, on est sur un bassin plus restreint et où bah, les plus gros clients ont quand même été pas mal touchés, hein, comme Air France, Amadeus, Orange. Et donc on a vu une baisse clairement dans le nombre des annonces, mais on voit quand même beaucoup de nouvelles opportunités aussi. Bah, un exemple, c'est moi qui ai profité de la période pour changer d'employeur aussi. Donc clairement, on est, comme le disait Emric, sur un secteur porteur qui est peu touché par la crise. Et le profil Data Analytics, il est très recherché, à la fois pour les personnes comme Emric qui sont spécialistes là-dedans, mais aussi pour des gens qui sont du métier, que ce soit service des achats ou qualité ou peu importe, et qui ont besoin de compétences pour analyser la donnée. Et donc sans forcément quitter leur métier d'origine, mais pour avoir une double casquette. Et ça, c'est vraiment un rôle qui se développe énormément dans beaucoup d'entreprises, surtout les grandes entreprises. Merci messieurs. Moi je rajouterais donc oui, comme Laurent, comme tu le disais, en plus nous le bassin local a une spécificité qu'on peut regretter hein, sur ces 10 dernières années, c'est qu'il s'est centré sur une industrie en particulier, qui est l'industrie du voyage. Et effectivement, quand vous êtes centré sur l'industrie du voyage en période Covid-19, c'est un peu compliqué, mais ça reviendra. Moi, ce que j'ai observé auprès de nos étudiants, parce qu'on est là quand même pour aussi parler de ça, hein, pour parler de l'opportunité d'emploi pour quelqu'un qui souhaiterait suivre l'une de nos formations,
En toute transparence, et ceux qui me connaissent autour de l'écran le savent, bien sûr que nos étudiants qui terminaient leur formation en fin mars 2020, qui avaient débuté leurs études en octobre 2019, dans la promo dite d'automne, bien sûr qu'il y a eu un très fort ralentissement de la signature de leur stage au moment même du confinement. Quand je dis, j'insiste sur le mot ralentissement, puisque ça ne veut pas dire qu'il y a eu des annulations. Il y en a eu quelques-unes, mais elles ont, les personnes se sont retournées vers d'autres offres potentielles. Et aujourd'hui, on est quasiment, à part certaines, une ou deux qui ont eu malheureusement des problèmes personnels et notamment liés à des événements de santé dans les familles de ceux qui ont attrapé le Covid, qui ont perdu des proches, parce que malheureusement, comme tout le monde, je pense, on en a eu. Bon, à part ceux-là qui ont été personnellement affectés, on est à 100% de placement en stage et maintenant qu'ils sont en train de se terminer bientôt dans l'emploi, de cette promotion qui a été durement affectée, puisque le confinement est arrivé au moment où ils étaient en train de terminer leurs études et donc de partir en stage. Associé à ça, mais j'y reviendrai après, il faut quand même noter que l'école ne s'est jamais arrêtée de dispenser ces enseignements, ni pour ces étudiants-là, ni pour les étudiants qui rentraient dans la promotion de printemps 2020, pour qui, eux, leur premier jour de cours a correspondu au jour du confinement. Mais tout a été mis en place pour qu'il n'y ait aucun arrêt de cours. Et on avait un plan, j'ai préparé un plan de continuité des opérations. Donc les enseignants ont enseigné depuis la maison avec des équipements adéquats pour pouvoir dispenser les enseignements à la façon de DSTI. On y reviendra après. Donc on n'a pas arrêté. Nos étudiants de la promo de printemps, ils sont là, ils sont rentrés début septembre sur les campus afin de pouvoir terminer leur cycle d'enseignement. Et j'ai 4 chiffres à vous donner. On fait régulièrement le point sur le marché de l'emploi français. Alors, on ne peut pas le faire dans tous les pays du monde, mais on est une école située en France, donc on le fait en France. En mai 2020, exactement le 7 mai 2020, tout simplement sur la plateforme Indeed.fr, qui est connue par, je pense, tout le monde. Il y avait, donc on était confinés à cette période. Il y avait 543 offres en CDI. Je parle d'offres d'emploi CDI ouvertes en data engineering, 500 offres en data analyst et 419 offres en data science. Le 3 juin 2020, un mois plus tard, il y avait 641 offres en data engineering, 562 en data analyst et 431 en data science. Même pendant le pire du pire, les entreprises n'ont pas arrêté, sont pas arrêtées de virer, mais elles n'ont pas arrêté de recruter sur des positions en temps plein en CDI. Je n'ai même pas inclus là-dedans les CDD, les offres de stage, etc. Il y a un métier connexe, je pense que vous l'avez évoqué, messieurs, qui est protégé aussi du Covid, c'est le métier d'informaticien, classique, d'ingénieur informatique, qui là, lui, est en déficit de compétences depuis des dizaines d'années, où il en manque des dizaines de milliers par an. On a effectivement la chance d'être dans ce monde-là sur une certaine forme de protection de l'emploi quand vous en avez les compétences. Alors, comme le disait Aymeric et comme l'évoquait aussi Laurent, il y a peut-être des conditions un peu particulières en ce moment. Peut-être qu'on ne peut pas négocier le même niveau de salaire qu'on le négociait il y a un an en arrière. En tout cas, en première embauche. Peut-être qu'il faut être un peu plus mobile. Il faut être capable peut-être de se déplacer dans des bassins d'emploi qui soient plus porteurs. Mais globalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Les salaires moyens, pareil, vous les retrouvez sur des plateformes alors, elle est peut-être pas connue du grand public, la plateforme Glassdoor,
qui est très centré sur l'emploi technologique, mais en juin 2020, la moyenne de salaire brut en première embauche d'un data scientist, c'est 47 375 euros, 47 000 euros. Le data engineer, c'est 44 000. Le data analyst, c'est 41 000. En première embauche, encore une fois, malgré la période, ce sont des salaires qui sont plus que respectables pour démarrer une nouvelle vie professionnelle. Après, nous, ce qu'on observe de manière générale, c'est qu'au bout d'un an à 1 an et demi d'emploi, dans ces métiers, quels qu'ils soient, on tangente assez rapidement la tranche des 55 à 60 kg € bruts. C'est assez courant pour des personnes qui sont bien formées, qui sont douées, qui ont bien appris et qui arrivent à démontrer leur capacité professionnelle. Voilà pour les observations de notre côté du marché de l'emploi. J'avais peut-être une autre question pour vous, messieurs. C'est qu'on a parlé beaucoup des métiers, un peu moins peut-être des secteurs d'application de ces métiers. Alors, c'est particulièrement intéressant pour le data analyst, enfin pour le côté analytique des profils. Où est-ce qu'on les trouve, ces gens-là? Qui en ont besoin? Est-ce qu'il y a des industries aujourd'hui qui recrutent plus que les autres sur ces sujets? De ce que vous en voyez? Je dirais que déjà, ce sont des métiers qui peuvent s'appliquer à n'importe quel type d'industrie. Après, est-ce qu'on observe qui en consomment plus que d'autres? Je dirais que clairement, tout ce qui est technologie, on est très friand. Mais après, les sociétés de services aussi, et l'industrie, dans une autre mesure, peut pas mal être demandeuse. Mais vraiment, ce sont des métiers qui peuvent s'appliquer sur n'importe quel type de données et donc n'importe quel type d'activité économique. Parce que tu travailles pour Michelin là en ce moment, donc on est vraiment dans l'industrie manufacturière, je dirais un peu, pas vieillotte, mais bien au contraire, parce que Michelin c'est de la haute technologie, mais plus classique finalement. Clairement. Ah ouais. Et c'était le cas aussi avec CMA-CGM, qui est du service, mais vieillot aussi, hein, le transport maritime. Donc voilà, on n'a pas besoin de travailler chez Google pour faire de la data science ou encore moins de la BI. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de limite de secteur d'activité, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, Clairement. ça s'applique absolument à tout. Moi, alors ça dépend bien sûr de la durée que j'ai fait. Hein. Je n'ai pas forcément fait 8 mois partout ou quoi que ce soit, mais sur mes 5 à 6 années d'expérience que j'ai faites en BI, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu vraiment des clients de tout bord. J'ai travaillé chez la FFT, donc à Roland-Garros, c'est là où ils ont leur truc informatique. Donc sur la partie tennis, ils ont eu besoin donc sur du sport. J'ai travaillé pour Twax, je pense que tu connais parce que c'est du conteneur qui est un client du coup de CGA, de CMA. Absolument. Ouais. J'ai travaillé pour Galderma, qui est du pharma. J'ai travaillé pour du Primonial Reim, qui est du gestionnaire d'investissement. De patrimoine immobilier en gros. J'ai travaillé dans du cosmétique, pour du prêt-à-porter, enfin plein de domaines qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Et justement, ça n'a aucun rapport en fait. C'est tant qu'une boîte a des données, et pour que je le sache, toute boîte a des données, elle peut avoir besoin de BI, de data, ce que tu veux. Après, c'est vrai que des boîtes avec une toute petite volumétrie, concrètement, c'est pas la petite startup qui vient de démarrer il y a 6 mois qui va avoir besoin d'un data engineering, du data engineering avec du data analyst derrière.
parce qu'il y a peut-être une volumétrie qui est tellement faible qu'il y a un peu une personne qui est un peu multicasquette dans la boîte qui va s'en charger ponctuellement. Mais dès lors que la volumétrie va grandir, dès lors que les besoins vont avoir… En fait, notamment la BI, c'est pas que restituer la donnée pour l'analyse, c'est aussi automatiser plein de choses. Et donc, dans cette automatisation, il n'y a pas forcément l'intérêt de le faire quand il y a des petites volumétries. Il faut que je mette un jour un Excel pendant 5 minutes chaque jour, je vais le faire. 5 ou 10 minutes, je vais le faire. Si ça me prend 3 heures à chaque fois, ça commence à être relou, il faut que j'automatise ça. C'est vraiment l'idée, en fait. Ça dépend du contexte. Mais concrètement, il n'y a pas de limite de secteur d'activité, pas à ma connaissance, et je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Et il y a surtout un besoin par rapport à la volumétrie. Et dépendamment de la volumétrie, de tout ce qu'il y a à faire, il y a peut-être après des choix technologiques qui vont se faire. C'est plus à ce niveau-là qu'on va discuter. Mais au niveau vraiment de la data, donc que ce soit data analysis, data engineering ou autre, même data science, ça va juste dépendre du besoin du métier. Mais encore une fois, il n'y a aucune limite de secteur d'activité. C'est pour ça que des fois, quand des recruteurs, des chasseurs de tête viennent nous parler, est-ce que vous avez un secteur d'activité en priorité? Parce que vous préférez le bancaire, l'assurance, le BTP, je sais rien, chacun ses délires après, mais concrètement, voilà, ça peut être des préférences. Ça peut être des préférences, mais concrètement, on peut travailler dans tout genre. Moi, j'ai pas de préférence particulière, mais je sais que j'irai peut-être pas travailler sur des trucs comme, par exemple, je sais qu'on avait il y a eu des clients comme par exemple Marlboro ou je sais plus quoi, des choses comme ça pour les cigarettes. Ça, c'est un truc que j'irai pas faire par pure conviction éthique ou ce qu'on veut, j'irai pas le faire. Mais par contre, voilà, il y en a qui vont se dire, moi, j'ai envie de travailler sur un truc environnemental ou sur un truc dans l'énergie. Bah voilà, là, il y a des trucs comme Engie, enfin, Suez, etc. Tout ça, il y en a. Il y a plein de secteurs d'activité qui recrutent à ce niveau-là. Donc, il y a juste le choix, en fait. Absolument. Merci. Moi, c'est un des attraits qui m'a plu dans la data science et qui m'avait déjà plu à l'origine quand je m'étais orienté vers les ressources humaines, c'est que ça s'applique à n'importe quelle industrie et du coup, ça laisse le plus de portes ouvertes possible. Je rejoins la question intéressante par rapport aussi aux différentes perspectives d'emploi dans différentes typologies d'entreprises. Aymeric, tu évoquais le moment où l'entreprise commence à avoir ses besoins. Moi, j'ai connu à peu près les deux extrêmes. La plus grande structure dans laquelle j'ai travaillé, c'est Deutsche Telekom, donc qui est le premier opérateur téléphonique européen et qui est le quatrième ou cinquième mondial. Donc là, on est vraiment dans le grand géant. Et j'ai connu à la fois l'entreprise familiale de mes parents avec un employé, ou même aucun à une époque, juste eux, et la création des STI, où aujourd'hui, on n'est plus une start-up et on est devenu, d'un point de vue purement économique, une PME. Avec une dizaine d'employés, un corps professoral de 35 personnes à peu près, des prestataires, etc. Et comme la société est une société privée et qui publie bien évidemment ses comptes, qui commence à tangenter à peu près aller vers les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, aujourd'hui, on a un besoin impérieux d'analytics, à tel point que je suis en train de regarder alors, on a beaucoup besoin de data engineering, on a beaucoup besoin de mettre d'ordre dans notre pipeline de données, d'abord, avant de pouvoir faire de l'analytique. Parce que comme dans toutes les boîtes, et peut-être qu'il y a des gens qui ont connu ça dans l'audience, on a des fichiers Excel de partout, enfin, tout ce qui a été décrit tout à l'heure. On a besoin de mettre de l'ordre là-dedans, donc on a besoin plutôt d'un informaticien et puis on va avoir besoin derrière de créer des rapports, de l'automatisation, etc., etc. Et en fait, quand une entreprise est en croissance, même en croissance raisonnable, ce moment, il arrive assez vite, surtout si on veut supporter la croissance. Et donc, il y en a aussi pour tous les goûts dans le sens de la nature de l'entreprise. Il n'y a pas que dans les grands groupes où on a besoin d'analytics. Dès qu'une entreprise commence à se développer un petit peu et à vouloir mettre de l'ordre en interne pour développer sa croissance, on va aussi en avoir besoin. Donc, il y a des personnes qui aiment travailler en grand groupe, qui aiment travailler en plus petite structure. Le data scientist en toute petite structure, j'y crois pas trop.
parce que se payer le privilège d'un mathématicien appliqué avec des outils informatiques avancés, c'est pas trop à la portée d'une petite PME. Par contre, l'analytique, le data engineering, on en a très vite besoin avec la croissance de l'entreprise. Je pense que comme on n'est pas trop nombreux sur le webinar, c'est dommage. Mais ça sera la dernière fois, on était bien plus nombreux, mais c'est pas grave, c'est que partie remise. Il y a eu quelques questions sur les modalités de l'école. Alors, comme vous connaissez tous les deux aussi l'école en profondeur, il y a une question sur le mode de formation en ligne. Vous pouvez être étudiant à DSTI sur le campus de Paris, sur le campus de Sofia. Vous pouvez être étudiant à DSTI en étant purement en ligne de chez vous. Les technologies qu'on utilise sont à la fois des technologies standards, mais où on a mis, nous, notre ingénierie de coordination et d'intégration pour que ça fonctionne proprement. L'ensemble des, pendant que je parle, je vais le préparer pour partager mon écran. L'ensemble des cours est diffusé live depuis les campus. Tous ces éléments sont enregistrés, sont visibles et en replay à souhait. C'est ce qui nous a permis d'être capable de transformer l'équipement de DSTI dans les campus rapidement en équipement Teach from Home, donc enseignement depuis la maison pendant la phase de confinement pour revenir sur les campus. Je vais vous montrer très rapidement. Peut-être pour donner une indication, en fait, les professeurs de chaque cours sont soit sur le campus de Sofia, soit sur le campus de Paris. Et les deux campus bénéficient du même cours. Donc, tout est en ligne, la vidéo, le tableau interactif, ce qui fait que pour les personnes qui sont dans aucun des deux campus, ils ont eux aussi accès à toutes les ressources. Merci Laurent, c'est vrai, on me le précisait. Donc ça c'est notre plateforme, l'environnement numérique de travail. Donc c'est je dirais la sauvegarde de ce qui se passe. Donc il y a à la fois, donc désolé j'ai pris mon cours, mais comme il venait en premier, à la fois tout ce qui est fait au niveau du tableau noir. Alors j'écris très mal, hein, vous le voyez, mais qui est enregistré, donc numérisé, mis à disposition. La vidéo du cours, alors j'ai pris volontairement un cours qui s'est fait depuis la maison pendant le confinement pour que vous voyez l'environnement. Donc voilà la plateforme d'enregistrement qui permet derrière aux étudiants de se repasser les cours. Donc vous me voyez chez moi à côté, je m'étais loupé dans le raccourcissement de mes cheveux, donc il avait fallu que je les rase. Vous voyez qu'il y a une transcription automatique, alors qui est faite par justement un algorithme d'IA, donc c'est pas toujours parfait, mais c'est plutôt pas mal parce que ça permet quand même de chercher des termes et de vous balader directement dans les vidéos. Donc ça, c'est accessible à souhait. Et puis, il faut quand même que je montre un contexte un peu plus agréable, qui est la rentrée de septembre avec le retour sur les campus. Et donc, la phase préparatoire avant le début des programmes, le bootcamp. Donc là, vous allez voir votre serviteur aussi, mais cette fois-ci, depuis l'environnement de nos campus. Dans donc la là, salle de classe. c'est le campus de Sofia Antipolis, mais vous allez voir les autres également. Je vais le mettre en plein écran pour la peine. Donc les enregistrements, c'est un focus qui est fait sur le tableau présenté, et à gauche vous voyez différentes salles, donc les étudiants en haut qui sont les étudiants de Sofia Antipolis, les étudiants de Paris, je crois qu'ils sont en train de revenir de break, et voilà moi qui arrive en présentation. Donc tout ça vous pouvez le vivre soit en live dans nos campus ou en téléconférence. Vous pouvez le vivre aussi si vous avez un emploi en différé dans notre mode qui s'appelle le mode SPOC, le mode Self-Paced Online Course, qui consiste à dire je n'ai pas les moyens, notamment financiers, ou les moyens logistiques de m'arrêter de travailler.
Par contre, je vais suivre exactement les mêmes cours, j'aurai exactement le même diplôme, qui est un diplôme de RNCP niveau 7, hein, donc de niveau master, qui vous permettra, mais je vais le faire de manière plus longue, en 3 ans, assisté au moins mensuellement par la direction des études. Voilà un panorama général. Il y avait une dernière question liée à ça, puis après on fera la conclusion. La sélection à l'inscription, donc on est une école sélective, et Laurent, il pourra en parler bien plus que moi, parce qu'il est très fortement impliqué dans le processus de sélection des STI. La candidature se fait par dépôt d'un dossier en ligne sur chaque programme. Bon, vous l'avez là, hein, le bouton Apply, mais sur chaque programme, vous avez aussi la capacité de déposer votre candidature, votre dossier. Le formulaire est très simple. On vous demandera un CV, une lettre de motivation. Derrière ça, on regarde l'éligibilité du candidat, c'est-à-dire est-ce que vous avez les critères qui sont bien évidemment affichés sur le site web de candidature. Pour le programme de Data Analytics, les critères sont relativement légers. On vous demande d'avoir au moins un bac+2 avec de l'expérience professionnelle ou un bac+3 avec un peu d'expérience professionnelle, ou évidemment un bac+5 où là vous pouvez être jeune diplômé. Derrière ça, vous avez une phase d'entretien d'admission qui est conduite en 2 temps, une partie technique qui est en général soit moi un enseignant, mais c'est souvent Laurent qui est missionné par des STI au travers de son entreprise pour le faire, qui consiste à un entretien technique sur des questions de mathématiques appliquées par exemple pour le data science, d'informatique aussi pour les data scientists et les data engineers, et je dirais des questions un peu de maths pour les data analystes, mais il va nous en parler plus, mais aussi de raisonnement, de logique, de compréhension, de modélisation d'un problème. Après cette phase technique, il y a une phase qui dure à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure en live, hein, en téléconf, au tableau, comme le font toutes les entreprises de technologie aujourd'hui. Associé à ça, il y a une phase plus RH, plus motivation, carrière, pourquoi vous voulez faire cette formation, qui est faite avec notre responsable des admissions. Mais Laurent, je te laisse détailler un petit peu la partie technique, puisque tu la pratiques régulièrement pour nous. Oui, effectivement, c'est un entretien en tête-à-tête, hein, on va dire, avec le tableau, avec des questions, donc selon le programme, hein, pour le data science, c'est des mathématiques et un peu de programmation. Pour le data engineering, de la programmation, de la culture générale informatique plus poussée. Et pour le data analytics, il y a un petit peu de mathématiques et de statistiques, il y a de la visualisation de données et du SQL. Et ce sont des entretiens pendant lesquels on essaye le plus possible de rassurer le candidat pour qu'il soit le moins stressé et donc le plus dans son élément naturel. Parce que le principe, c'est pas de recaler les gens, c'est de voir où ils se situent sur différents sujets pour s'assurer qu'ils aient les compétences nécessaires pour suivre facilement le programme. Et quand on voit parfois des manques sur certains sujets, à ce moment-là, on peut faire des recommandations sur des choses sur lesquelles ils pourraient se former eux-mêmes avant de commencer à suivre le programme DST. Cette remarque est extrêmement importante parce que, comme le disait Laurent, en fait, on dresse un profil pendant cet entretien technique
et ça nous permet de faire ces recommandations, et notamment si le comité d'admission décide d'admettre le candidat, derrière de passer cette information immédiatement à la direction des études. C'est aussi pour ça qu'on est une école et non pas une université. Immédiatement à l'admission démarre un suivi de la direction des études avec des éléments préparatoires qui sont mis en correspondance par rapport à ce profil qui a été dressé lors de l'entretien technique. Et pendant cette période qui peut être un peu longue en fonction de la rentrée, enfin du delta temps à la rentrée, il y a ensuite un bootcamp et ensuite démarre le programme. Mais dès la phase préparatoire, on commence déjà à évaluer le candidat, c'est-à-dire à dire, ben, voilà, tu devais préparer ça, ça et ça, tu dois faire quelques examens, quelques QCM bien souvent pour vérifier que ça a été acquis. Derrière, il y a un bootcamp de 3 semaines dont le programme est affiché sur le site web, qui fait partie intégrante du programme, et ensuite on démarre le programme. Je conclurai, et tout ça bien sûr avec un suivi extrêmement régulier de la direction des études, et derrière, en fin de programme, avec notre chargé des carrières pour l'insertion professionnelle. Il y a une dernière question que j'aimerais aborder qui est pour Aymeric. Il y a dans tous nos programmes, et particulièrement en data analytics, des cours qui sont préparatoires à des certifications industrielles, à des examens de certification industrielle. Les diplômes que nous délivrons sont donc reconnus de niveau master au RNCP, mais les certifications industrielles, c'est autre chose. Ce n'est pas des STI qui dit que vous êtes compétent, c'est l'éditeur de la certification qui le dit et qui dit qu'on vous y a bien préparé. Aymeric est en charge d'un cours justement préparatoire à une certification d'un des plus grands outils de reporting en termes de part de marché, Microsoft Power BI. Est-ce que dans les 2 minutes qui nous restent, là, tu peux nous en toucher 2 mots de ces certifications industrielles? Bon, vu mon débit de parole, 2 minutes, ça va être beaucoup. Je dirais que concrètement, on a une situation où en gros, sur le marché, de plus en plus de personnes veulent utiliser certains outils. Donc en BI, il y a plein d'éditeurs, on va pas tous les citer, mais notamment Microsoft, entre autres, avec du Oracle, avec du Talent, enfin, il y a plein d'éditeurs qui se battent un peu sur le marché, Tableau également, pour ne citer que. Et concrètement, moi, j'ai fait un focus sur Microsoft. Alors, très rapidement, Microsoft, il y a la BI traditionnelle, qui sont des outils plus techniques que je maîtrise, mais qui sont plutôt orientés pour des personnes de type data engineer comme moi. Et il y a des outils comme Power BI qui s'adressent tant à des personnes comme moi qu'à des personnes de métier qui ont beaucoup moins de compétences techniques concrètement et qui rendent les manipulations à faire sur la donnée encore plus simples. Vraiment en mode clic, 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 et ça se fait assez rapidement. Alors, je résume, hein, mais c'est un outil qui est beaucoup plus grand public. Et du coup, c'est un outil qui n'a cessé de croître en termes de popularité et de fonctionnalité, surtout au cours des 5 dernières années, puisqu'il vient tout juste d'avoir 5 ans il y a quelques mois. Et donc, du coup, c'est un outil très demandé sur le marché. Aujourd'hui, il peut y avoir des offres d'emploi qui disent on cherche un data analyst, concrètement, alors ça peut être aussi un autre poste, mais quelqu'un qui sait maîtriser Power BI avec X d'expérience potentiellement, ou peut-être moins. Et concrètement, c'est tout con ce que je vais dire, mais des fois, entre 3 personnes qui se valent d'un point de vue humain, d'un point de vue compétences générales, soft skills, tout ce qu'on appelle tout ça, il y a une différence qui peut se faire très rapidement, c'est est-ce que tu as l'assertif ou pas? Alors, je parle pour Microsoft Power BI, mais ça sur plein de domaines différents. Et là, en l'occurrence, c'est de se dire, moi, je fais une formation sur Power BI, je prépare également l'assertif et je prépare les supports pour préparer l'assertif. Et concrètement, l'assertif, elle est jeune, hein. Enfin, il y avait une ancienne certif de Microsoft BI qui était la 70778, qui était la version un petit peu old school, qui a justement été, enfin, qui va être dépréciée à la fin de l'année. Et il y en a une toute nouvelle qui est sortie, qui s'appelle la DA 100, pour la Data Analyst 100 de chez Microsoft. Et donc, celle-ci, elle diffère un peu quand même de l'ancienne. Il y a pas mal de choses qui sont différentes. Et donc, elle est très récente. Elle est sortie de bêta il y a à peine 1 mois, je crois, ou 2, même pas. Donc, des personnes commencent à la passer. Et l'idée, c'est simplement qu'en passant ces certifs-là, on peut montrer que, bah oui, effectivement, on a le niveau attendu, au moins basique, sur Microsoft Power BI pour pouvoir prétendre à un poste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le poste sur l'assertif, c'est histoire de se faire un coup de pouce d'un point de vue visibilité auprès des recruteurs et également de pouvoir
attester, de dire je suis pas juste un gars qui dit je m'y connais un petit peu, c'est j'ai passé l'assertif et je l'ai eu. Donc après il y a des conditions, hein, elles sont dans des conditions particulières qui font que on a pas mal de questions dans un volume assez restreint de temps. Et le but en fait c'est de se préparer à cet assertif-là. Donc ça aurait été quand même un peu bête de faire un cours de à peu près 5 jours, si je dis pas de bêtises, sans compter les éventuelles sessions en plus de formation. Ce serait bête comme de faire une formation sur Power BI juste pour apprendre à utiliser l'outil, sans se dire, écoutez, derrière, en fait, il y a mesdames et messieurs, il y a également aussi une certif qui est derrière qu'on pourrait passer. Donc, autant faire d'une pierre deux coups. Le but de mon cours à moi, sur ce niveau-là, ce sera bien sûr, de comprendre et appréhender l'outil Power BI, mais également en parallèle de préparer la certif. Donc, avec quelques tips, avec quelques conseils que moi, j'aurais glanés au fur et à mesure du temps qui sera passé d'ici là. Mais c'est vraiment de préparer l'assertif. Et l'assertif, c'est quelque chose qui permet réellement de se faire tant un coup de pouce sur le point de vue visibilité, mais également, pourquoi pas, de négocier à la hausse. Hein. C'est tout bête, mais également, quelqu'un qui dit je veux X cas par année, mais je vous parle, j'ai l'assertif, donc je sais de quoi je parle, ça a un tout petit peu plus de poids que quelqu'un qui vient sans certif. Encore une fois, c'est pas pour autant qu'il faut absolument l'avoir pour avoir un job, sinon on l'a pas. Mais c'est extrêmement favorable dans ce sens-là. Surtout quand les certifs sont aussi récentes que c'est le cas aujourd'hui. Donc je ne sais plus quand a eu le cours, c'est en mars ou en avril, il me semble, quelque chose comme ça. Mais d'ici là, il y aura non seulement le cours qui sera préparé, mais également quelques axes de réflexion et de travail à faire pour la certification. D'accord? Donc l'idée, elle est là. Mais je pense que tu nous as bien résumé aussi l'idée, c'est que c'est un accélérateur qui permet de démontrer une compétence quand on n'a aussi pas forcément X années d'expérience sur le sujet. Ça permet de sortir un petit peu du lot en disant, tiens, moi, l'éditeur du produit, il garantit que je suis compétent à l'utilisation de cet outil. Et c'est là l'utilité des certifications industrielles de manière générale. Messieurs, je vous remercie. Je remercie l'auditoire qui a été extrêmement attentif, puisque la plateforme GoToWebinar nous dit si nous perdons l'attention de l'auditoire. Donc merci, même si vous étiez peu nombreux, mais c'était un plaisir d'être là. Merci messieurs. Je vous ai mis en lien évidemment la page contact de DSTI. Nous avons un principe à l'école, c'est que si vous avez besoin de conseils, on est là pour ça. C'est évidemment gratuit. On peut passer du temps avec vous pour discuter justement de vos envies, de votre profil, de vos perspectives, de comment vous souhaitez développer votre carrière. Et si on n'a pas forcément la réponse à des STI, on a l'honnêteté de vous envoyer dans des écoles qui l'ont. Merci à vous tous. Merci messieurs et passez une excellente journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.